Il ne sert à rien de courir, monsieur, tout vient à point nommé. Ils sont là ce matin, ceux-là qui doivent participer à ce débat. À ma droite, Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis très content d'être là avec mes copanélistes pour faire un débat, pour qu'on ait un débat citoyen. Et bonjour aux millions de téléspectateurs, milliards même qui nous suivent. Merci de m'avoir invité. Très heureux de vous revoir. Hein. Là, vous êtes dans une tenue totalement et entièrement traditionnelle. Ouais, on m'accuse d'être très francisé. Bon, j'ai décidé, comment je vais dire, de m'être traditionnalisé. On dit ça comme ça? Je sais pas. Je pense qu'Albert Anatola ici vous a suivi dans le même pas. Albert Anatola ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Écoutez, je ne suis pas un assimilé. Donc, de temps en temps, il faut revenir à nos habitudes africaines. Ils sont nombreux quand même qui sont assimilés. Hein? Vous savez quand même. J'espère qu'en ce moment-là, vous n'êtes pas de dire que les autres sont assimilés. J'en sais rien. Je suis responsable de ce que je dis. Je salue, n'est-ce pas, mes co-panélistes que vous aurez tout à l'heure certainement le plaisir de présenter aux téléspectateurs. Je salue tous ceux-là qui nous regardent dans le cadre de cette tribune chaque matin, sur le continent africain et en dehors. Mon coup de gueule de ce matin, évidemment, nous sommes encore retournés dans nos camerouniaiseries, c'est-à-dire quelques semaines après la décision du ministère des Transports de limiter, n'est-ce pas, le nombre de passagers dans les taxis, dans les bus, et sans oublier sur les motos. Oui. Nous sommes revenus à nos vieilles habitudes de surcharge et au vu aussi de tout le monde. Parce que les premiers jours, nous avons vu certaines autorités administratives en train de se déployer sur le terrain dans le cadre de la répression. Quelques temps après, nous sommes donc retournés dans nos habitudes. En tout cas, c'est toujours ça le Cameroun. C'est ça aussi le Cameroun, hein, et on l'aime souvent, on l'aime pas. C'est le Cameroun. À ma gauche, docteur Béni Kriskieze qui est également là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à vos milliers de téléspectateurs qui nous suivent chaque matin. Surtout, bravo à l'équipe technique qui abat un travail titanesque pour que l'image parvienne au milieu des foyers camerounais qui nous suivent. Et justement, Éric Pépin Bika est également là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à l'ensemble de mes co-panélistes et aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent depuis leur petit poste de téléviseur à la maison. Tout de suite, messieurs, nous entrons dans le débat le 20 avril dernier, c'est-à-dire lundi. Aux États-Unis d'Amérique, le cours du brut a plongé en terrain négatif à moins 38,94 $, une preuve de plus du dérèglement de l'économie mondiale dû bien sûr au Covid-19. Pourquoi une telle dégringolade? Eh bien, le marché du West Texas Intermediate, le WTI, un type de pétrole brut utilisé comme standard dans, il faut le dire, la fixation des prix du brut, obéit à des règles propres qui diffèrent d'ailleurs de celui du Brent qui se pratique pourtant ailleurs. 9,7 millions de barils par jour décidés par l'OPEP est inférieur à la chute de la demande. La baisse est de l'ordre de 20%, soit une réduction de 23 millions de barils par jour. Quel impact pour l'Afrique? C'est notre interrogation ce matin. Il faut d'ailleurs préciser, messieurs, que jusqu'à preuve du contraire, plusieurs pays d'Afrique, sans oublier bien sûr en Afrique centrale, vivent seulement de la manne pétrolière. Quelles seront donc aujourd'hui les conséquences sur le continent africain? Commençons déjà par parler du Cameroun et sans oublier de l'Afrique. Disons déjà que le coronavirus a créé, une crise sociale mondiale et aussi en même temps liée à une crise sanitaire. Donc, on est arrivé jusqu'à avoir pratiquement 4 milliards, 3 milliards et demi, 4 milliards d'êtres humains confinés. Oui. Mais quand des gens sont confinés, ils ne circulent plus. Quand des gens ne circulent plus, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin, à la limite, d'utiliser le pétrole. Vous savez que toute l'économie capitaliste, toute l'économie entre guillemets impérialiste est basée et adossée sur le prix de pétrole, Oui. C'est-à-dire que les économies en fait de ces puissances industrielles est fondée sur ce qu'on appelle la valeur pétrole. Pour revenir donc à notre CEMAC, on le dit tous les jours. On aura à la limite en fait de constater une fois de plus que ce que l'on a toujours dit. Quand vous êtes dans des pays, c'est-à-dire que vous vivez uniquement de matière de rente, c'est-à-dire du pétrole, du café, du cacao. Quand vous êtes dans des pays, vous ne consommez pas ce que vous produisez. Quand vous êtes dans des pays où vous n'avez pas une véritable vision, quand vous n'arrivez pas à vous bâtir de véritables unions politiques, monétaires, économiques, militaires, vous arrivez à cette situation. La CEMAC, je lisais hier, en fait, dans le journal Éco Matin, risque véritablement d'avoir 2630 et quelques de milliards de déficit. On va avoir un déficit budgétaire chronique. D'ailleurs, je me demande si ça ne sera pas un prétexte pour la France, en fin d'année, de dire que vous avez des comptes totalement déséquilibrés et reparler de cette histoire de dévaluation. Donc, on en est à cette situation-là où vous avez, au sein de la CEMAC, sur 6 pays de la CEMAC, 4
pays qui ont pratiquement 80% de recettes budgétaires issues du pétrole. Vous avez le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Gabon et en fait la Guinée équatoriale. Ce sont des pays uniquement pétroliers. Ils n'ont pas une économie relativement résiliente comme celle du Cameroun. Le Cameroun, c'est 25% de recettes budgétaires. Ça veut dire que, oui, on aura véritablement une crise assez difficile, mais si on arrive davantage à conforter notre industrie, à pouvoir soutenir notre industrie, on peut être résilient et résister. C'est pas moi qui le dis. Vous avez des agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, qui l'ont dit l'année dernière, que vous avez 3 pays en Afrique, le Cameroun, le Rwanda, à un degré moins la Côte d'Ivoire, en dépit de son taux d'endettement, qui sont des pays relativement résilients. Mais à côté de ça, vous avez des pays qui ont passé le temps à vivre uniquement de la valeur pétrole. Oui. Et là, ils se retrouvent aujourd'hui, ces pays se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Or, avant cette crise, les États-Unis et l'Arabie Saoudite avaient passé un deal relatif, incestueux, criminel même, pour faire relativement baisser le prix en fait du baril de pétrole. On en est là avec des déficits budgétaires qui se creusent. Résultat des courses, il faut aller au Fonds monétaire international. Il faut essayer de voir si la BEAC va injecter de l'argent. Les États sont obligés d'avoir ce qu'on va appeler des lettres rectificatives budgétaires. On attend. Ça sera relativement compliqué, mais beaucoup plus pour certains pays. Je n'ose même pas parler d'un pays comme l'Angola, qui est pratiquement déjà à genoux devant le Fonds monétaire international pour 4 milliards de dollars. Donc, ça sera difficile, ça sera compliqué, mais il faudra voir effectivement quelles orientations les gouvernements vont donner. Albert Anatola, ici, on est sous la barre de zéro du côté de la WTI, il faut le dire comme ça, moins 37,70 $. Le baril de pétrole a dit zéro, on ne le vend plus. Le pétrole ne se vend plus parce que les avions ne volent plus. Les bateaux, ils sont toujours amarrés dans les ports. Jusqu'à peu de venteur, il y a également les voitures qui ne roulent pas également. Et là, il y a une autre crise majeure qui arrive. Oui, c'était prévisible. Vous savez que le Covid-19 a créé l'effondrement de l'économie mondiale. Et pour ceux des pays qui n'ont pas justement une économie structurée et qui est surtout extravertie, comme la plupart des économies des pays de l'Afrique, dans l'espace francophone notamment, bien évidemment, tout à l'heure, le grand fait indiquait que notre économie est sortie du fait que nous sommes beaucoup plus, elle est plus adossée sur les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, et le pétrole. Le pétrole, c'est-à-dire les produits que nous ne consommons pas sur place. Donc, ça veut dire qu'il y aura un effondrement et il faut ajouter à cela le fait qu'il n'y a pas de modèle économique ni de lisibilité, c'est la catastrophe. Donc, maintenant, je prends l'exemple du Gabon qui vient de recevoir un coup de pompe du FMI qui ne vit que justement du pétrole. Donc, ça va être très compliqué. Maintenant, c'est quoi la suite? Après tout cela, c'est quoi la suite? Il va falloir des collectifs budgétaires, comme l'a indiqué tout à l'heure le grand frère Tachinda. Et ensuite, il va falloir faire des ajustements au niveau, n'est-ce pas, des engagements de l'État. Parce que moi, je pense qu'au Cameroun, puisque nous parlons d'abord du Cameroun, le Cameroun aurait pu mettre en place déjà, puisque nous sommes en attente d'un remaniement ministériel, le Cameroun devrait mettre en place un remaniement de crise, c'est-à-dire mettre en place un gouvernement de crise, oui. parce que la pléthore de départements ministériels, là, ça ne sert à rien. Ça pourrait permettre justement au Cameroun, n'est-ce pas, au pouvoir public de faire quelques économies du fait de parce qu'il faut éviter quand même des dominations politiques comme c'est le cas, c'est-à-dire pour respecter l'équilibre régional. Non. Je crois qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui répond au contexte de crise mondiale. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y aura une équation très compliquée. Est-ce que, notamment entre les priorités d'ordre économique et les priorités d'ordre sanitaire, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez certains pays en train de déconfiner, oui. Ça veut dire qu'il se pose un problème sur le plan économique. Donc, on ne déconfine pas au hasard, parce que jusqu'à peu le Ghana c'est tellement compliqué. Voilà, c'est parce qu'il faut que l'économie tourne. Mais malheureusement, sur le continent africain, nous avons un problème, c'est que les banques centrales qui devraient soutenir l'économie nationale, elles-mêmes dépendent très souvent. Elle dépend justement de l'extérieur. Tout cela. Donc, ça pose donc un problème au niveau de la planification, au niveau de la prospective. Je crois donc que c'est le moment pour nous qui avons plusieurs professeurs dans divers domaines au mètre carré de pouvoir qui nous donnent l'impression, qui nous fassent valoir
justement leurs compétences dans ce domaine. On espère tout simplement qu'ils vont nous faire valoir en tout cas leurs compétences dans ce domaine. Docteur Bénicry, jusqu'à peu le contraire, la baisse du prix du pétrole peut provoquer, selon certains observateurs de la scène et surtout du pétrole, des crises sociales. Oui, c'est inévitable. D'ailleurs, l'étude menée après la crise de la dette de 1980 prônait déjà cette crise à l'horizon, qui s'est profilée à l'horizon, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Notez qu'il y avait 3 prévisions qui étaient à l'ordre du jour après la crise de la dette. Il y avait d'abord l'augmentation, n'est-ce pas, du coût d'endettement. Et vous avez vu comment l'endettement extérieur, l'Afrique a galopé à un rythme extraordinaire, ce qui rend aujourd'hui impossible aux pays africains de rembourser leurs dettes à moyen terme. Oui. Déjà, la difficulté, c'est que quand on fait des emprunts, c'est en devises. Et comprenez que les devises d'emprunt sont des devises fortes. Par exemple, quand on fait un emprunt de plusieurs centaines de millions de dollars, c'est en dollars ou en euros qu'on fait les emprunts. Et que la dette doit être remboursée en monnaie locale. Prenez $1, ça fait combien de francs CFA? Et quand vous avez 100 milliards ou 100 millions d'euros, de dollars ou d'euros à rembourser en devise, en monnaie locale, vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que les emprunts que vous prenez, les pays africains contractent avec le FMI, la Banque mondiale, etc., c'est pour des projets à long terme, à grande maturité. C'est-à-dire des projets qui peuvent aller de 10 à 15 ans, voire 20 ans, voire plus. Et pendant que vous êtes en train, par exemple, vous êtes en cours d'exécution de ces projets, vous devez rembourser ces dettes au bout de 2 ans, maximum. Et puisque vous n'avez pas la planche à billets, donc vous ne pouvez pas battre monnaie pour rembourser ces dettes-là, vous êtes obligé de contracter d'autres dettes. Ainsi, les pays africains se retrouvent dans un engrenage. On revient toujours dans le même problème depuis la nuit des temps, c'est la planche à billets. Effectivement. Et donc, cela joue sur le bradage des matières premières. Et puisque la plupart des pays subsahariens sont pétrodépendants, il n'y a pas des économies diversifiées en Afrique centrale. Peu de pays ont essayé de diversifier, par exemple, leurs économies. Quand vous regardez aujourd'hui, le tourisme attire beaucoup de personnes au Rwanda. C'est une diversification, mais de manière embryonnaire. Or, l'Afrique, avec tous les potentiels qu'elle regorge, tous les pays africains, nous avons déjà, sur le plan halieutique, nous avons la forêt, nous avons la faune, nous avons l'hydrographie abondante. N'est-ce pas? Nous avons les terres arabes, nous avons des merveilles en Afrique. C'est-à-dire qu'on peut diversifier nos économies à des paliers qui peuvent dépasser l'Occident. Puisque l'Occident dépend, pour faire fonctionner ces entreprises, dépend de l'exportation, n'est-ce pas, des matières premières. Or, nous avons toutes ces matières premières, nous avons tous ces atouts, mais il n'y a pas cette volonté politique à la base pour pouvoir diversifier. Plus est que nous avons une grande, n'est-ce pas, nous avons des ressources humaines importantes, mais qui ne sont pas valorisées parce que nous n'avons pas de grandes écoles, des références pour pouvoir mettre à jour les dépôts du savoir qui regarde notre continent. Et donc, enfin, à part cette pétrodépendance qui cause, n'est-ce pas, des ennuis énormes pour faire décoller l'économie africaine, il y a aussi la problématique de la dévaluation, puisque lorsque le coût du baril baisse, c'est-à-dire, puisque vous n'avez que ça comme moyen de faire rentrer des devises. Ça n'a même pas baissé, on est en dessous de 0. Vous voyez, ça dit qu'on appelle ça en termes économiques, nous sommes dans la planche nulle. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vendre ne rapportera plus rien. C'est le bradage total. Et l'Afrique est dans l'économie du bradage depuis la nuit des temps. Alors, puisque maintenant la plupart de ces pays ont un élan, n'est-ce pas, un sursaut d'évolution par rapport à la montée du pétrole et que la baisse entraînant, n'est-ce pas, comment dirais-je, ça entraîne la pénurie de rentrée des devises dans nos caisses d'État. Ipso facto, ça va entraîner ce qu'on appellera l'inflation monétaire. Vous allez voir que par exemple le franc CFA, qui aujourd'hui est déjà pratiquement à plus de 70% de taux d'évaluation, va connaître encore peut-être 10 à 15% de taux d'évaluation, ce qui va entraîner une grande crise économique sur le plan social. Eric Pepin-Bika, jusqu'à preuve le compteur en dessous de 0, il faut le dire comme ça, sur le marché international, moins 38,94 $. Voilà comment se vend le pétrole depuis lundi dernier. Jusqu'à preuve le contraire, les informations nous font savoir que depuis hier, du côté des États-Unis d'Amérique, toutes les réserves sont pleines. On a tellement de pétrole qu'on n'en veut plus.
Donc à un moment donné, les pays africains, toujours producteurs de pétrole, vont devoir souffrir et brader leur pétrole pour rien. Mais il ne faut pas oublier que dans la problématique de la production pétrolière en Afrique, il y a toujours des questionnements qui résident, Oui. ou alors qui peuvent subsister. Le cas camerounais, par exemple, parce que pendant très longtemps, on nous a dit qu'on avait un pétrole très lourd, malheureusement qui était craqué dans les raffineries occidentales. Et du coup, pour qu'on ait un pétrole plus fluide, on achète du pétrole plus fluide qui était raffiné par la Sonara, qui malheureusement a connu un incendie en 2019. Donc, la baisse du coût du pétrole pour des pays qui avaient des réserves monétaires assez conséquentes et qui avaient l'habitude d'acheter le pétrole sur le marché international peut être une manne, forcément. Pour le Cameroun, ça peut être une manne. Ça peut être une manne dans le contexte actuel, puisque la Sonara est en cours de restructuration après son incendie de mars 2019, si je ne me trompe pas. Et le fonctionnement actuel de la Sonara fait en sorte qu'ils importent le pétrole acheté sur le marché international. Donc, c'est les États-Unis qui, aujourd'hui, caracolent la tête de l'un des pays producteurs, du premier pays producteur mondial de pétrole, sont saturés parce que forcément, il y a eu la création de plusieurs puits de pétrole du côté du Texas. Ça peut tous les puits qui sont pleins, il faut préciser par ailleurs, depuis lundi, tous les puits sont pleins et on n'a plus besoin de pétrole, le pétrole ne se vend plus. Voilà pourquoi on est descendu sur la bas des zéros. Ça fait donc que si les pays qui ont l'habitude d'acheter le pétrole sur le marché international ont des réserves, ou alors n'ont pas été forcément entraînés par cette crise sanitaire, ils peuvent justement prendre le pas sur ce marché-là et puis avoir pignon sur rue et acquérir au prix bas des quantités énormes de pétrole pour stockage dans leur pays. C'est là forcément quand la croissance va reprendre, va les permettre de pouvoir relancer l'économie. Mais somme toute, la problématique par exemple de la production pétrolière est très complexe. Complexe du point de vue où la plupart des pays africains vendent plutôt le pétrole sur le marché international et ne mettent pas l'accent sur un investissement conséquent à l'intérieur du pays. Béni disait tout à l'heure la diversification de l'économie. Pour le cas, et puis Bertrand l'a bien notifié, le pétrole représente à peu près 20% du PIB camerounais. Ça veut dire que les 75% doivent être cherchés dans la diversification de cette économie-là, notamment dans le secteur informel, qui, dans la somme des activités, peut représenter à peu près 80% des activités. Donc, ce sont les éléments de résilience de l'économie camerounaise sur lesquels on peut s'appuyer. Mais nous sommes pétrodépendants. Le monde est pétrodépendant. Et actuellement, l'un des secteurs qui consomme le plus de pétrole dans le monde, le secteur aéronautique, est presque à genoux. À genoux, il faut le dire. Il y a d'ailleurs, il faut dire qu'il y a une compagnie aérienne australienne qui a fermé ses portes. Voilà, plus de 85%. Pratiquement tous les aéronefs sont au sol. Ça veut dire que c'est un problème conséquent qui fait en sorte que le pétrole ne se vend pas. Puisque si tous les avions sont au sol, les voitures sont au sol, d'ailleurs que toutes les villes sont vides, il faut préciser. Voilà. Donc ça veut dire que c'est la raison pour laquelle peut-être la plupart des pays grands producteurs commencent progressivement à opter pour le déconfinement, pour essayer un peu de voir si on peut relancer justement l'économie, notamment le secteur du transport. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur du transport, il est consommateur du pétrole à plus d'un titre, parce qu'il obéit généralement au concept de multimodalité de transport à l'intérieur d'un pays. Et le moteur du fonctionnement de cette multimodalité du transport-là, c'est malheureusement le pétrole. Bertrand Zatida, le Cameroun peut-il profiter justement aujourd'hui de ce pétrole qui est bradé pour remplir justement ses cuves et sans oublier bien sûr baisser le prix à la pompe? Disons que le pétrole a encore de longs jours devant lui, parce que c'est pas demain qu'on aura, comment je veux dire, qu'un avion solaire. C'est pas demain. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de pétrole. Deuxième des choses, le pétrole ne rend pas heureux. Et vous avez en Afrique, ça a été, comment je vais dire, qu'un bien et en même temps un mal. Nous avons un voisin véritablement qui veut construire un mur. Parce que ce voisin ne voit pas plus loin que le bout de son nez et se dit, je serai très heureux avec le pétrole. Alors qu'aujourd'hui, non. Ce sont des économies intégrées. C'est-à-dire que c'est ensemble. C'est dans une diversification, en quelque sorte, de votre économie que vous en sortez. C'est parce que vous consommez ce que vous produisez. Que peut représenter quoi 1,8 million habitants sur un monde ouvert aujourd'hui qui se livre à une guerre relativement féroce?
Moi, j'ai presque envie de dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Dans ces politiques de paresse, où des gens sont paresseux, ils profitent des dons de Dieu. Je suis angolais, j'ai découvert 300 milliards de réserves de barils de pétrole. Le gouvernement ne fait plus rien. Et ça va plonger l'Afrique dans une, comment je vais dire, corruption à n'en plus finir. Moi, je ne veux pas parler d'un pays voisin qu'on appelle le Nigeria. Là-bas, la corruption, c'est 1 milliard de dollars. Et la corruption va même intégrer les sphères de l'armée, où des grands généraux, des militaires de haut rang ont intérêt dans l'industrie pétrolière. Résultat des courses, la politique s'est mêlée au sein des forces armées du Nigérian et nous, on en souffre de leur maladie honteuse qu'on appelle Boko Haram. Qu'est-ce que nous on avait demandé, nous? Rien du tout. On était en paix, on vivait notre vie. Un matin, on se retrouve contaminé par une maladie incestueuse, comment je vais dire, contamineuse, honteuse du Nigeria. Donc, voilà aussi un peu ce que va drainer le pétrole. Et puis, si les Africains se disaient, bon, cette histoire de pétrole-là, nous allons commencer même déjà à voir comment on va mécaniser notre agriculture. Mais voilà des solutions. Au-delà de mécaniser notre agriculture, les Africains ne mangent pas à leur faim. Un marché dans la rue. Vous arrivez aux États-Unis, pratiquement 70% de la population sont des obèses. Nous, on est maigrelés, on est maigres, minces, on ne mange pas bien. Alors qu'on a des pluies, on a du sol. Donc, on peut commencer déjà, comment je vais dire, à pratiquer l'agriculture. On peut commencer à la mécaniser et à transformer. Voilà en quelque sorte des solutions. Mais on n'en est pas là. On en est à faire véritablement des correctifs budgétaires. Vous allez voir la crise sociale. Et là, relativement, le Fonds monétaire international intervient. C'est-à-dire que ce méchant loup qui arrive et qui vous dit, écoute, je vais vous prêter de l'argent pour résoudre les déficits budgétaires. Pas pour vous développer, résoudre le déficit budgétaire. C'est-à-dire que vous vous endettez pour donner l'impression que vos comptes, en fait, sont plus ou moins équilibrés. Franchement. Donc, ça doit mener à une véritable réflexion. Ça doit davantage consolider et aider à faire de grandes zones d'intégration, de grandes unions politiques. La CEMAC est trop petite. Moi, je l'ai toujours dit. Il faut aller à ce qu'on appelle la CEAC. Il faut intégrer nos frères du Congo, de RDC. Il faut intégrer nos frères angolais et avoir pratiquement 200 millions de consommateurs et avoir un certain nombre de richesses et bâtir une union politique et une union même militaire, une alliance militaire. Vous vous imaginez si les pays de la CEMAC signent un traité d'entraide militaire? Ces petits voyous, à la limite avec un caleçon sur les fesses, qui endeuillent la RDC, les troupes de la CEMAC, angolaises, congolaises, camerounaises, tchadiennes, iraient véritablement résoudre le problème de ces voyous. Donc, le pétrole, oui, on va peut-être en sortir de cette crise. Les avions vont recommencer à voler. Les Saoudiens et l'OPEP vont baisser la production. Il va légèrement s'envoler. Ceux qui ont un peu de pétrole vont regarder les autres de haut et dire on a votre pétrole, vous voulez envahir notre pays. Ils vont être très orgueilleux. Et demain, un troisième virus reviendra ou bien une autre conjoncture va mettre le monde. Non, je crois qu'il faut réfléchir, comme l'a dit M. Pépin Bikaï, à voir comment il faut diversifier et mécaniser notre économie. Il faut dire que, c'est-à-dire qu'à la décharge de nos pays, que un peu, c'est tout le monde qui est en crise. C'est-à-dire que là, maintenant, il faudra mettre la balle au centre et dire qu'on fait comment? C'est toute la planète qui est en crise. C'est-à-dire que la Chine essaye de s'en sortir, mais c'est toute la planète qui est en crise. Donc, après cette histoire-là, la valeur pétrole, il faudra véritablement la questionner. Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça rend heureux, Albert Anatola, ici? Écoutez, je voudrais vous répondre en disant que, pas directement, déjà pour faire comprendre qu'il y a un débat qui est en train, n'est-ce pas, de naître sur le déconfinement ou pas. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. En tout cas, les médecins, le système de santé est contre. Maintenant, les économistes disent qu'il faut déconfiner parce que l'économie étouffe. Maintenant, donc, la plupart des gouvernements vont avoir un choix cornélien. C'est-à-dire, soit déconfiner pour continuer peut-être à faire propager le virus, soit rester en confinement. Dans ce cas, l'économie va continuer de s'effondrer. Est-ce qu'on doit pouvoir mettre ces deux paliers dans le même ordre de priorité? Ça pose dans la problématique, du moins pour ce qui concerne l'Afrique, ça pose dans la problématique, n'est-ce pas, d'un modèle économique. Ça pose la problématique d'une réflexion profonde. Parce que je pense, à mon sens, que le Covid-19 est une opportunité. Une véritable opportunité, contrairement à ce que les gens pensent. C'est une véritable opportunité pour remettre la balle au centre, comme disait tout à l'heure. Bertrand Tatinda. C'est de remettre la balle au centre, mais remettre la balle au centre comment?
Parce que les autres, ils disent, écoutez, on nous accorde un moratoire par rapport à la dette extérieure. Et il faut quand même ajouter dans cette affaire que certains ont déjà un endettement qui ne sera plus soutenable. Ça, il faut le préciser. Ce qui suppose donc qu'à un moment donné, les autres vont venir avec leurs gros sabots nous imposer la dévaluation et les plans d'ajustement structurel bis. Et ça va donc ça pose donc un problème de fond. Moi, je pense, en ce qui me concerne, que nous avons sur le continent africain des gros porteurs, si je peux les appeler comme ça, qui peuvent... Parce que la faiblesse du continent africain, c'est que nous avons des micro-États, chacun va être dans son petit coin. Nous avons vu les défaillants de la mise en place, par rapport à la mise en place de la zone de libre-échange économique et continentale, qui a traîné le pas. Il y en a qui traînent le pas, la SLED. D'autres, ils observent d'abord, d'autres, ils disent allons. Alors, Mais Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même un problème. Hein. L'Afrique n'a pas un modèle économique. Jusqu'à preuve de contraire, le modèle économique imité vient de l'Occident. Non, c'est le problème que je pose justement. Que nous devons avoir un modèle économique. Et ce modèle économique suppose également une souveraineté monétaire. Parce que vous ne pouvez pas... C'est vrai, nous avons le marché. Mais nous avons combien de bourses de marché financiers nous avons sur le continent et ça vaut quoi? Ça vend quoi? Donc, c'est là c'est la question de fond. Maintenant, si d'aventure nous avons des intellectuels, pas des diplômés, qui peuvent réfléchir sur cette problématique, c'est-à-dire que nous mettons en place un modèle économique, eh bien, nous fermons d'abord nos frontières, c'est possible, parce que je pense que on peut fonctionner entre nous, hein, ou mettre en place des mécanismes qui permettent, qui nous évitent... Les frontières sont fermées depuis le 17 mars, hein, Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on se pose bien la question. Ça ne veut pas dire que ce soit de manière qu'il y ait une rupture brutale, non, il ne faut pas avoir une rupture brutale, mais il faut quand même qu'on mette en place des mécanismes qui permettent aux économies africaines de ne plus étouffer. Je prends le voisin, par exemple, le petit voisin de Guinée équatoriale, qui a su capitaliser la manne pétrolière. Mais le pétrole, c'est un produit qui n'est pas pérenne. Ça, il faut penser. Donc, il faut penser à des économies, je veux dire, à un investissement, à des investissements, à des alternatives, si vous voulez. C'est-à-dire que en dehors du pétrole, oui, nous avons du gaz, nous avons du bois, nous avons de l'uranium, mais il faut avoir sur place d'autres alternatives qui permettent à l'économie nationale de fonctionner. Parce que, comme vous l'avez, sur le marché international, très souvent, c'est la mafia. Et nous le savons, du moins pour ce qui concerne les pays africains. Donc, je pense que, dans l'urgence, parce que les problématiques que nous posons, c'est à moyen terme, à long terme ou à court terme. Mais il nous faut, dans l'urgence, réfléchir parce que le déconfinement, c'est demain. Mais après, ce sera quoi? Après, ce sera quoi? Parce que le 1er juin prochain, d'après ce que le gouvernement camerounais nous a annoncé, ce sera la rentrée des classes. Après, ce sera quoi? Docteur Bénécri, jusqu'à preuve de contraire, on parle de ce plongeon des coûts du pétrole qui vont provoquer d'ailleurs d'énormes conséquences. On parle des crises sociales, on parle également des faillites. Et apparemment, plusieurs pays, aujourd'hui, même en Occident, sont en faillite. Oui, la faillite va entraîner beaucoup de fermetures d'entreprises et donc l'excroissance du chiffre du taux des chômage. C'est le cas également de Australian Airlines qui a fermé depuis lundi. Et Australian, il y a aussi l'autre Regency, la compagnie sud-africaine, voilà, qui ont fermé déjà. Bon, donc ça va entraîner ça et beaucoup de gens vont se retrouver sans travail, sans salaire et puis bon, ils vont se retrouver au quartier comme on le dit au Cameroun. Ce qui va également provoquer une nouvelle crise sociale. Effectivement, une crise d'ailleurs sans précédent de la vie de beaucoup d'experts. Mais il faut répartir sur deux paradigmes importants, très très importants. Il y a le paradigme producteur et consommateur et il y a le paradigme dominant et dominé qui joue énormément dans la gestion même de Covid et dans l'après-Covid qu'il faut tenir en compte. Les pays africains ont une grande difficulté de n'être que de pays consommateurs. Je pense que nous consommons tout. Sur ces plateaux, il n'y aurait aucun Camerounais qui a fabriqué même une aiguille qui pourrait entrer dans l'utilisation même d'un micro que nous utilisons, même d'une caméra. Tout est importé. Nous consommons. Or, dans la balance de l'hégémonie, quand vous êtes un peuple de consommateurs, vous êtes assujetti aux aléas de la production et vous dépendez de ceux qui produisent parce que ce sont eux qui impulsent, n'est-ce pas, les principes et les règles sur le marché international. Alors, quand vous êtes des peuples consommateurs, ça dit que vous bénéficiez des produits finis. L'Afrique peut beau être riche en termes géologiques, sous-sol et sous-sol,
Mais ces richesses ne sont pas valorisées tant qu'elles ne sont pas transformées sur place et par des Africains. Nous serons encore en arrière aussi longtemps que non, même la valeur même de produits qui proviennent de l'Afrique sont fixés par les marchés internationaux. Donc, ce sont eux qui fixent le prix du baril que nous produisons. Ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Et aussi longtemps que nous resterons des consommateurs, nous serons encore dans la servitude économique. L'Occident a l'avantage de produire. Oui. Il produit tout alors. Il produit tout. Même le truc de cacao que vous rejetez ici en Occident, c'est une matière première. Même les lingettes que vous jetez en Occident, c'est une matière première. Ils font ce qu'on appelle les industries de recyclage. Ils recyclent même tout ce qui est usagé, tout ce qui est déjà utilisé, et ils les recyclent et ils les remettent en circuit sous une autre forme. Donc, l'Afrique doit passer du stade des consommateurs au stade des producteurs. Si nous voulons rompre avec, n'est-ce pas, la néocolonisation, avec la soumission involontaire vis-à-vis du dictat impérialiste, nous devons forcément commencer à produire. Je me pose des questions. Nous produisons les coltans. Sans la RDC, la téléphonie mobile n'existerait pas. Mais vous ne trouverez aucune entreprise de téléphonie mobile en RDC. Aujourd'hui, il y a les coltans au Cameroun. J'aimerais que demain, il y ait une entreprise qui fabrique les portables et les Made in Cameroun. Nous n'en avons pas. J'ai reçu... Voilà. J'ai reçu un Camerounais, un ami qui vivait en Chine. Il est revenu, il a conçu son modèle de téléphone mobile. Mais pour la production, il était obligé d'aller en Chine, de donner son modèle, on produit et il revient, il vend. J'ai un autre Congolais qui produit aussi des téléphones. Mais il va en Chine, ils ont les modèles, on produit là-bas, il revient, il vend. Vous voyez? Donc, nous avons un problème de productivité. Nous avons des intelligences, mais nous n'avons pas un accompagnement étatique conséquent. Parce que produire incombe à des grandes structures. Et il faut beaucoup de moyens pour prendre ce que vous avez sur place et les transformer en produits de nécessité. Ce qui crée donc le paradoxe. C'est-à-dire que nous sommes obligés de produire ce dont nous n'avons pas besoin. Nous produisons, même la banane qui est produite ici au Cameroun, inonde les marchés européens. La banane pure que produit le Cameroun, c'est consommé en Europe. Le label Cameroun, il faut préciser d'ailleurs. Le résidu, les restes des bananes qui sont de moindre qualité, c'est ce qui inonde les marchés camerounais. J'étais sur place faire des investigations, j'ai vécu cela. Sur place, j'ai vécu la qualité. Banana, voilà, vous voyez. Donc, il y a ce problème de productivité. L'Afrique a les potentiels, mais l'Afrique doit se doter d'une vision de production. Être capable de dire que nous ne pouvons pas brader nos terres, nous avons besoin de les transformer, nous avons besoin de rentabiliser tout ce qui nous appartient pour pouvoir produire. C'est donc nous avons besoin afin que nous puissions exporter les surplus de nos productions. C'est là que nous devenons autonomes sur le plan économique. Alors pour chuter, Monsieur Steve, le deuxième paradigme, c'est que les Occidentaux se réapproprient des crises comme aubaine pour pouvoir renflouer leurs caisses. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont besoin, quand ils sentent que leur courbe économique est en train de dégringoler, comme présentement, la plupart de beaucoup de pays occidentaux... On est en plein dégringolade, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est un plongeon extraordinaire depuis 1983. Et plus vos entreprises nationales sont... Au plus bas? Non, en stagnation. Plus votre dette ne fait qu'augmenter. Ce qui fait que la dette même des pays occidentaux a déjà atteint des proportions inquiétantes. Du coup, il faut relancer la production. Du coup, il faut relancer l'économie. Et même s'il faut mettre la population en danger, Covid ou non Covid, il faut déconfiner pour que les gens aillent au travail afin de réduire, n'est-ce pas, la courbe de la dette vis-à-vis des créanciers internationaux. Et ça, nous arrivons là-dessus. Mais paradoxalement, les pays africains ne tirent pas profit des crises. Comment Donald Trump l'a dit hier? Vous l'avez suivi. Oui. Il a dit clairement, nous allons profiter de la baisse du prix du baril pour acheter les pétroles en Afrique et au Moyen-Orient, renflouer nos réserves. C'est bien de se faire déjà. Il est en train de le faire. Depuis lundi, c'est déjà bradé le pétrole. Lorsque l'économie va être relancée, ils vont prendre toutes les réserves, ils les revendent. Et rassurez-vous, les États-Unis ne vendent pas son pétrole qui est sous son sol. Ils vendent le pétrole qu'il exporte et qu'il va s'approprier. Le pétrole qu'il achète ailleurs, hein, voilà. C'est ce qu'il vend d'ailleurs. Jusqu'à peu de contexte, je voulais annoncer, hein, toutes les cuves sont pleines du côté des États-Unis. Ils n'en veulent plus. Toutes les cuves sont pleines. Ils n'en veulent plus. Voilà pourquoi, il faut le dire ainsi, hein, on est sous la barre du zéro
actuellement un baril de pétrole à 0 francs. C'est quand même bizarre. Hein. On espère en ce moment-là, Eric Pépin-Bicaye, que le prix à la pompe ici au Cameroun va baisser. Oui, déjà le prix à la pompe au Cameroun est problématique parce qu'il ne faut pas oublier que la caisse de stabilisation des prix du hydrocarbure subventionne déjà le prix à la pompe. Oui. Je pense à hauteur de plus de 2 milliards par mois, si je ne me trompe pas. Ça faisait l'objet de beaucoup de séminaires avec les experts des institutions de Bretton Woods pour augmenter davantage, afin que l'État ne soit pas toujours celui-là qui joue les régulateurs. Le prix à la pompe ne peut baisser que si on acquiert des quantités importantes de pétrole sur le marché international à vil prix. Parce que c'est la raison pour laquelle je suis en train de mettre l'accent. Je préconise que le gouvernement mette l'accent sur la mobilisation des moyens conséquents afin que nous achetons du pétrole liquide, en fait léger, sur le marché international afin de pouvoir... Lui qui est actuellement bradé, hein, il faut préciser par ailleurs. Voilà, étant donné que notre production locale indique qu'on a un pétrole très lourd, qui aussi est vendu sur le marché international, qui correspondrait à une type d'industrie qui s'accommoderait bien avec ce pétrole. Parce qu'il laisse beaucoup de résidus, contrairement au pétrole léger, qui vient notamment du pétrole de schiste, ou alors du pétrole qui est produit ou qui est pompé dans les déserts. Donc, ceci dit, cela peut impacter, c'est l'une des raisons, les voies sur lesquelles on peut explorer, afin que l'État ne subventionne plus le prix à la pompe et que l'État ait des quantités importantes de pétrole disponibles en stockage pour que le prix à la pompe puisse revenir au plus bas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du confinement au niveau du Cameroun, c'était l'une des demandes que la plateforme des exploitants des engins de transport avait fait comme doléance auprès des autorités pour les accompagner dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, à savoir baisser le prix à la pompe. Mais je vais revenir sur ce que disait le docteur Béni tout à l'heure par rapport à la production. Il ne faut pas oublier que si vous prenez la carte industrielle de l'Afrique, vous allez voir qu'elle est un peu grisâtre, c'est-à-dire elle est colorée du côté de l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud et accessoirement les pays tels que le Botswana ou la Namibie, qui ont des industries extractives assez conséquentes. Elle serait également un peu colorée du côté de l'Afrique du Nord, notamment au niveau du Maghreb de manière générale, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. Et elle est totalement disparate du côté des autres trois zones d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et puis l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça le problème. Et on se retrouve maintenant que l'Afrique ne représente que dans les échanges mondiaux à peu près entre 3 et 5%. Et malheureusement, elle est la terre de production de la matière première. Et il faut comprendre aussi un problème qui est fondamental. C'est qu'on ne peut relancer la production que si on a un marché potentiel de consommation, comme disait Bertrand tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle il pense à une extension des zones géographiques de l'Afrique. Une zone CEAC. Voilà, maintenant, qui peuvent correspondre à une augmentation de la population. Mais avoir une très grande population ne suffit pas. Il faudrait qu'à l'intérieur de cette population-là, on ait ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire la classe des consommateurs, capable de pouvoir booster l'économie, c'est-à-dire elle produit et elle consomme en même temps. Parce que pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait consommation. Et pour qu'il y ait consommation, il faut qu'il y ait un marché. C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas compris pourquoi la plupart des entreprises occidentales ont délocalisé au milieu des années 80 en Chine. Parce que la Chine, justement, avec sa croissance, a réussi à avoir un marché potentiel de consommation qui était largement supérieur à la plupart des pays occidentaux. Le marché potentiel de consommation actuellement en Chine est évalué entre 150 millions et 200 millions de personnes qui peuvent être capables de consommer au même titre que les consommateurs européens. Donc, quand le calcul est fait, vous verrez un pays comme l'Allemagne qui fait à peu près 80 millions d'habitants, la France, 65 millions d'habitants, la Grande-Bretagne, à peu près 66 millions d'habitants, où on peut avoir un marché potentiel de consommateurs qui varie entre 10 pour la France et 20 millions pour la France. Donc ça veut dire que au lieu qu'une entreprise vende en France, l'entreprise préfère plutôt délocaliser pour calculer un marché qui est porteur de près de 200 millions de consommateurs. Donc en réalité, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est de pouvoir être capable de créer la classe moyenne, la classe des consommateurs. Celle qui nous permet de relancer la croissance et la productivité. Et surtout l'économie. Voilà, afin que le circuit de distribution des devises puisse tourner tout autour de nous. Il a évoqué tout à l'heure la banane. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on vise toujours le marché occidental à la banane. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise de 2015, dans le nord-ouest et le sud-ouest, le Cameroun était le pays producteur de bananes. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui caracole à la tête. Et cette banane, à peu près, on tablait sur à peu près 300 000 tonnes de bananes produites par an. Et on voit donc qu'il y a un marché en amont, aux côtés du nord du Cameroun, c'est-à-dire
qui est un marché potentiel de consommation. C'est-à-dire, les musulmans aiment bien la banane. Pourquoi ne donc pas saturer le nord de l'Afrique avec la banane camerounaise au lieu de calculer le marché occidental? Français, oui. Parce que l'avantage, c'est que si on calcule le marché occidental, on revient dans le sempiternel problème de la caisse de stabilisation des prix. C'est celle de retenue de 50% de la France. Là. Or, si nous calculons le marché nord-américain, c'est-à-dire je te vends ma banane, tu me donnes l'argent, j'entre avec de l'argent. Donc, il n'y a pas un intermédiaire pour faire des retenues à la source par rapport à la souveraineté monétaire. On vend de l'argent peut-être en riad et on transforme ça en francs CFA, on revient sur... En fait, c'est pour trouver des nouveaux marchés pour que nos économies puissent au moins respirer. Et on va donc rester que... on a plutôt des économies d'exportation. Parce qu'aujourd'hui, comme disait le docteur tout à l'heure, les Européens produisent tout. Mais ils produisent tout parce qu'ils ont des marchés. Et les marchés, c'est quoi? Ce sont les colonies, tout simplement. C'est l'un des piliers qui a fondé l'impérialisme. Comme disait Chambelin, l'empire, c'est le commerce, tout simplement. Messieurs, nous allons sortir de ce débat. Allons-y rapidement des repas de course. Bertrand Tatine a jusqu'à preuve de contraire. On va toujours entrer dans la crise. On va entrer dans la crise et puis il y a ce problème de l'endettement. Oui. Il faudra y réfléchir très important. On est dans la crise, on est dans la dette, on est dans l'austérité. On est endetté et on se demande si effectivement on va tenir en 2021. Parce que là, on fait des moratoires de paiement de la dette, c'est reporté en 2021. Quelle loi de finances on va bâtir en 2021? Sur quel prix de baril de pétrole? Nous, on l'a bâti à $52 le baril. On en est à 20. Bon, il faut dire que le pétrole à 0 francs, c'est aux États-Unis. Parce qu'en fait, il y a deux grandes bourses où on vend la valeur pétrole. Il y a la bourse de New York et puis il y a le double, et la bourse de WTI. Londres. À Londres, le pétrole est à $20 à peu près. Aux États-Unis, il est pratiquement négatif. Or, les pays africains, nous sommes à 365 milliards de dollars de dette. À ces 365 milliards de dettes, la Chine à elle seule a 45% de cette dette. Ça veut dire que les Africains sont endettés à hauteur de 170 milliards de dollars. Mais moi, je crois que notre relance passe à une discussion avec Pékin. Il faut discuter avec Pékin. C'est pour ça que M. Sarkozy faisait un véritable cirque. Quand vous regardez la répartition de la dette, les pays africains doivent pratiquement rien à la France. Le club de Paris, c'est quoi? C'est rien du tout. On doit de l'argent à la Chine. Et là, véritablement, pour relancer nos économies, même pour aider à une forme de coopération économique, technique, comme le disait monsieur Bikaï, c'est avec la Chine de dire aux Chinois que vous avez besoin de matières premières, on a besoin de technologies de développement. Et on fait comment avec cette histoire de dette? Parce qu'il va falloir que vous ayez la question. Des gens qui disent à l'annulation, quand des gens ont l'annulation, ils n'ont pas de projet. On ne peut pas aller à comment je vais dire une négociation de l'annulation sans avoir un véritable projet. Donc, il faudra voir nos relations avec Pékin. C'est très, très, très important après cette crise. Pour moi, c'est comment je vais dire que Pékin, les nouveaux émergents, la Turquie, parce que j'ai regardé dans des pays auxquels l'Afrique doit beaucoup d'argent, la Turquie apparaît. Il y a une grande coopération entre la Cameroun Russie, et la Turquie. Oui. Il faudra discuter avec ces pays. Les pays européens, il faudra discuter avec ces pays. Parce Albert que Anatolaï, la façon dont on va négocier, comment je vais dire que le désendettement peut aider, comment je vais dire, à capitaliser et à repartir sur un programme de développement. Bon, déjà, il faut... Pardon, je voudrais déjà indiquer à Eric Pipin-Bikaï que la banane camerounaise, lorsqu'il arrive à Marseille, échange d'étiquette. C'est la banane camerounaise. Même à Penja, c'est pas la banane camerounaise. Même quand on plante, c'est une entreprise. Elle paye son label Cameroun. Non, mais c'est important, j'allais préciser ça. Oui, Parce qu'en réalité, mais ce sont les allons-y. Français qui produisent l'herbe banane ici Oui, en utilisant la terre du Cameroun. Voilà. C'est comme les Chinois sont en train de Et ça produire les m'arrive riz. d'ailleurs. Le riz, même, malheureusement, c'est Donc, ils vont même dire que pas c'est la pas le riz banane- camerounais. c'est c'est pas la le riz banane chinois. camerounaise. Allons-y, Albert Anatolaï. Bon, maintenant, pour ce qui est... malheureusement, le prix du pétrole ne peut pas baisser à la pompe parce que les recettes pétrolières représentent pratiquement plus de 60% des recettes de l'État. Malheureusement, ça ne peut pas le baisser. Si l'État baisse le prix du pétrole à la pompe, c'est ça la catastrophe. Ah ouais. C'est ça vraiment la catastrophe. Moi, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de parer au plus pressé. Parce que toutes les grandes analyses que nous faisons sur cette table, c'est dans la durée. Mais le confinement, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est demain. C'est quoi la suite? Entre-temps, vous avez beaucoup d'entreprises ici qui ont commencé à mettre leur personnel en congé technique, parce que ça Il y en a beaucoup, il faut préciser, des industries nous également. ne sommes pas propriétaires de la monnaie, du moins le semblant de monnaie que nous utilisons, nous n'en sommes pas propriétaires. Si du moins c'est une monnaie, il va falloir carrément réfléchir dans ce sens-là, c'est-à-dire avoir une autonomie monétaire. Ce qui n'est pas le cas. Et je pense que c'est une réflexion qui devrait être engagée, non pas seulement par le gouvernement, c'est une réflexion
qui devrait être global. Parce que je ne sais pas à quoi ça sert l'Union africaine, parce que jusqu'ici, je n'ai pas effectivement entendu le son de code de l'Union africaine. Parce qu'il s'agit là d'un grand Que débat. peut dire l'Union africaine, Albert Anatola, ici, lorsque vous êtes subventionné à 72% par l'Union européenne? Non. L'Union africaine, en tout cas. Ça pose donc un problème de fond. C'est-à-dire qu'il faut une réforme de nos institutions. C'est un grand débat. Parce que Éric Pépin-Bikaï m'a envoyé un document il y a quelques jours encore. Il me faisait savoir que dès le départ, il faut le dire, dès la création de l'OUA, eh bien, l'OUA avait déjà échoué dès le départ, dès sa création. Il n'est pas tard d'engager des réformes de ce côté-là. La dernière chose que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est qu'il va falloir des mesures d'accompagnement, du moins pour sauver les emplois, pour certains secteurs qui sont structurés. Sinon, on va avoir droit à une crise sociale qui va malheureusement encore apporter des problèmes. Donc, il faut que le gouvernement commence à réfléchir rapidement pour que certaines entreprises, à travers des syndicats, entre tous les acteurs sociaux, que le gouvernement puisse les réunir. Je parle notamment des groupes patronaux, des groupements patronaux autant pour moi, qui puissent se retrouver autour d'une table et puis qui discutent de ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas que... Ce n'est pas l'administration qui doit décider de l'avenir économique du Cameroun. Non, ce n'est pas l'administration. Ces choses-là, ça se gère avec les experts de tous ordres, n'est-ce pas, de toutes les catégories socio-professionnelles. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le silence du côté du gouvernement. On n'en parle pas encore, et surtout de cette crise. On est toujours concentré sur le sanitaire et non pas sûrement sur l'économie. Docteur Béni Chris, vous également, vous êtes d'accord avec ça, qu'aujourd'hui, il est l'heure de réunir pas mal de personnes pour en discuter et trouver des solutions rapidement. Sinon, on va avoir un autre problème, le chômage. Oui, effectivement, puisque déjà, il faut se rappeler que l'économie se trouve au centre. C'est un peu comme l'information. Puisque chaque jour, les gens doivent vivre. Aujourd'hui, regardez les comportements de la population. Ils s'occupent plus de la survie que d'autres choses. Donc, les sanitaires mettent en exergue la problématique de la survie. Et cela passe par l'aliment, la nourriture. Puisque, vous voyez, aujourd'hui, les gens n'achètent plus les habits. Ils n'achètent plus rien. Ils préfèrent garder leur argent pour acheter la nourriture parce qu'on ne sait pas de quoi ça va se passer demain. Oui. Voyez, donc le sanitaire et l'économique vont de pair. Voyez, parce que une bonne alimentation crée la santé. De la même manière, une bonne production, un pays qui produit, garantit sa santé économique. Ça va de pair. Mais pour revenir à ce que Pépin a dit et chuter dans votre question, je dirais qu'on ne crée pas une classe moyenne par un coup de baguette magique. La classe moyenne ne peut se créer que par trois choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la formation des cadres. Vous avez lu certainement la révolution culturelle de Mao Zedong. C'était quoi? C'était former des cadres de haut niveau qui repensent la société en général et en particulier l'identité que nous voulons ou avec laquelle nous voulons nous projeter dans les temps pour faire face aux assauts de l'impérialisme occidental. C'est ça la base même de la création d'une classe moyenne. Et la deuxième des choses, quand vous créez donc ces cadres, il faut ajuster leur niveau au niveau de vos concurrents ou au niveau de ceux qui vous dictent des règles. Parce que aussi longtemps que vous dépendez des règles édictées, vous êtes des suivistes, vous êtes encore des pays, n'est-ce pas, sur le dos de la SARIG. Donc vous n'avez pas une autonomie. Mais dès lors que vous avez des cerveaux capables de penser de manière autonome leur société et avec des paradigmes locaux, c'est là que vous commencez à être compétitif. Et c'est cela. C'est la Chine qui a créé l'espionnage industriel. Beaucoup ne le savent pas. Les Chinois ont envoyé, par exemple, des manœuvres. Ils appelaient la Chine les pays de la main-d'œuvre. Vous voyez? Et il y a un dicton, je crois, Hegel qui l'a dit. L'Occident, c'est le peuple de maîtres. L'Asie, c'est-à-dire l'Asie, parler de la Chine en particulier, c'est le peuple des ouvriers. Et les Africains, c'est les esclaves. Donc les Africains, vous travaillez pour eux, pour le maître, et le maître a ses travailleurs, les orientaux, mais ils sont surpris que dans les rêves d'être maîtres, ils sont dépassés par la force ouvrière qui est devenue le maître du monde. Le maître du monde aujourd'hui. C'est cela le triomphe même du socialisme. Qui demande de l'argent à tout le monde. Hein. Qui demande de l'argent. Donc pour chuter, Steve, je disais que ces gens ont produit des hauts cadres. Ces hauts cadres ont été capables de repenser la société. Et ces hauts cadres, une fois qui commençaient à créer... Parce que, comme Aïssi le disait, on ne peut pas équilibrer notre vie économique sur la base des règles édictées par les gouvernements. Non, l'économie doit être boostée en fonction des besoins. Vous sillonnez tout le Cameroun. Vous faites ce qu'on appelle un agenda économique. Ça dit quels sont les besoins des Camerounais en termes
d'eau potable, en termes d'électricité, en termes de logement, en termes de santé, en termes. C'est là que vous faites maintenant un programme national pour pouvoir édicter. Et les programmes est périn. Peu importe l'alternance de gouvernement, peu importe malheureusement, les programmes restent et implémentés partout. Contraire, on a souvent entendu parler de ces programmes, mais la réalisation, on attend encore peut-être en 2050. Et il peut pas vous terminer en tout cas cette édition. Non, je me réjouis que le docteur Bénin ne m'ait pas dit que je suis allé à Quartier aujourd'hui. Non, tu es resté professionnel aujourd'hui. Félicitations. J'en suis conscient. Non. Les gars, nous ne sommes pas là pour ça. Allons-y rapidement. Pour garder le pied à l'étrier, allons-y. Oui. Je dis, pour le cas du Cameroun par rapport à cette crise, c'est une opportunité. Et pour une fois, il faudrait que une opportunité de sortie du franc CFA, une opportunité de créer des emplois, une opportunité d'entrer dans l'agriculture. Je pense qu'il ne faut pas engager des batailles inutiles, c'est-à-dire les batailles de souveraineté monétaire. Ce sont des batailles, pour ma part, je peux me tromper, qui sont collectives. C'est-à-dire c'est plusieurs personnes, comme l'ensemble des 14 pays de l'Afrique, qui utilisent le franc CFA, qui décident de sortir de là et proposer quelque chose. Vous oubliez également qu'il y a certaines nations dans ces 14 pays qui sont des traîtres. On n'en convient pas. Qui jusqu'à peu de compter aime le franc CFA et le dit. Et proposer quelque chose d'autre à leur population, mais davantage quelque chose qui scie avec le contexte international en termes d'échange. Parce qu'aujourd'hui, l'échange au niveau international réside sur la monnaie, ou alors la qualité de la monnaie. Mais je pense également que, comme disait Albert tout à l'heure, le problème des entreprises qui mettent leurs employés au chômage réside sur le fait que ces entreprises sont pour la plupart des succursales des entreprises internationales. Donc si eux, ils ont des difficultés dans leur pays, forcément au niveau des succursales, il est légitime qu'ils en perçoivent aussi quelques difficultés. Autre chose, cette crise sanitaire peut susciter ce qu'on appelle le protectionnisme ou alors le patriotisme. C'est-à-dire notre marché économique ne doit plus être ouvert à la concurrence. Je prends un exemple du secteur quaternaire, généralement qu'on appelle les nouvelles technologies d'information et la communication. Oui. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est assez concurrencé par la présence occidentale. Aujourd'hui, avec la licence que la Camtel vient d'offrir, il est impératif que la Camtel investisse dans ce secteur-là. Sans publicité. Sans publicité, je m'en excuse. Afin que les Camerounais puissent consommer et faire en sorte que l'argent circule au niveau local. Parce que c'est avec cet argent que nous allons investir, que nous allons stabiliser le pays, que nous allons créer des emplois et nous allons éviter forcément une crise sociale. Mais, compte tenu de l'alerte au niveau mondial, nous ne sommes pas éloignés de la multiplication des crises sociales, que ce soit ici ou ailleurs. Il faudrait qu'on y travaille. On y travaille justement, il va falloir travailler parce qu'on parle du bras à la pompe des politiques d'austérité, des crises sociales énormes et sans oublier bien sûr des faillites des entreprises et surtout les baisses des investissements. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin. Albert Anatoly ici et justement Eric Pepin Bika vont nous quitter. Mais messieurs Bertrand Tatinda et sans oublier Dr Béni Chris, vous allez rester avec nous.